Voilà, donc, bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent pour cette visite qui est un peu particulière puisque c'est finalement une visio que nous réalisons pour prendre connaissance du projet de Monsieur Salavin qui est présent ce matin. Donc, il va nous parler de sa rénovation globale sur la commune de Chazé-d'Azergues. Nous avons aussi Monsieur Lebrun qui est présent et qui nous dira un petit mot en tant qu'élu de la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré pour présenter le dispositif d'accompagnement des particuliers pour les projets de rénovation. Et donc, moi, je suis Yannick Laurier de l'espace Info Énergie du Rhône Métropole de Lyon, service porté par l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône et l'ALEC. Moi, je vais donc animer tout au long cette petite visio. Et puis, mon collègue Florent Saez, qui est aussi conseiller Info Énergie, qui, lui, en tant que co-animateur, va recueillir toutes vos questions que vous allez noter par écrit dans la fenêtre conversée. Et puis, au fur et à mesure, on essayera de regrouper les questions pour y répondre. Bien sûr, on aura des difficultés à répondre à toutes vos questions, mais vous pouvez nous contacter ultérieurement pour qu'on puisse apporter des réponses précises en fonction de votre projet. Donc, pour le bon fonctionnement de cette visio, on va vous demander de couper caméra et micro. Écrivez bien toutes vos questions dans la fenêtre conversée. Et puis, on a aussi vu au moment de l'inscription que beaucoup de personnes avaient noté qu'ils avaient un projet en cours, ou en tout cas des questions assez précises par rapport à leur projet. Donc, toutes ces questions-là, nous n'allons pas pouvoir les reprendre. Nous n'allons pas non plus reprendre tout ce formulaire pour vous recontacter. On vous laisse l'initiative de nous recontacter ultérieurement. Donc, on va vous donner le détail de comment vous pouvez nous recontacter. Alors, le déroulé de cette visio qui va durer entre 45 minutes et 1 heure, ça va être dans un premier temps de donner la parole à Monsieur Lebrun pour nous expliquer ce qui a été mis en place sur la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré. Nous allons vous expliquer l'espace Info-Énergie, qui nous sommes, ce que nous faisons, quelles sont nos missions. Un petit zoom sur une approche assez générale et théorique sur qu'est-ce qu'une rénovation performante, par quelles étapes faut-il passer. Nous allons échanger autour du projet spécifique de Monsieur Salavin. Et puis, on fera un petit point sur les aides financières. Et donc, il va y avoir des temps de questions-réponses tout au long de ce temps que nous passons ensemble. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à les noter dans la fenêtre conversée. Donc, tout de suite, nous laissons la parole à Monsieur Lebrun pour nous expliquer en quelques mots ce qui a été mis en place sur la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré. Monsieur Lebrun, on ne vous entend pas. Voilà. Voilà, super. Est-ce que c'est bon? Voilà. Oui, bonjour à tous. Pascal Lebrun, je suis le maire d'Alix et je suis au niveau de la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré, le vice-président en charge un des vice-présidents en charge du pôle environnement et plus spécifiquement en charge du PCAET et du CTE, donc le contrat de transition écologique. Pour cela, il y a plusieurs personnes qui sont avec moi et entre autres, il y a Pascal Terrier qui est impliqué avec moi, ainsi que René Blanchet. Donc Pascal Terrier, le Val-d'Ouin, et René Blanchet, le maire de Pommiers. Sur la partie, notre communauté de communes, en effet, elle s'est engagée lors du dernier mandat sur le PCAET, donc Plan Climat Air Énergie Territoriale. Et donc, on est en train de finaliser ce document sur lequel ce document est quelque chose qui est obligatoire pour les collectivités dans le cadre de ce qui découle de la COP 21 et donc ce qui doit se faire au niveau des territoires. Et on a à peu près une vingtaine de fiches sur différentes thématiques. La communauté de communes a aussi souhaité s'engager et donc on a lancé ceci, je crois de tête le 7 octobre ou le 11 octobre, je ne sais plus. On a lancé le CTE, donc le contrat de transition écologique. Et aujourd'hui, on a… Donc ça, c'est carrément un… Voilà, ce sont les comités de communes
qui s'engagent pour la transition écologique, qui veulent mettre en avant donc, de nombreuses actions en montrant aussi que la transition écologique peut s'accompagner avec, voilà, avec de l'économie locale, avec, avec de la sobriété, avec différentes choses. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de développer des choses très intéressantes. Les 4 fiches qui ont été développées, ce sera sur la biodiversité, la rénovation et les énergies renouvelables, la mobilité douce, et puis enfin, l'économie circulaire. On a aussi en parallèle mis un système qui s'appelle le COPAS, qui est actuellement applicable pour les personnes qui sont à un revenu modeste et très modeste, mais dès l'année prochaine, ça le sera aussi sur les personnes qui ont des revenus, des revenus intermédiaires ou même des revenus aisés. Le principe, c'est une aide qui peut monter jusqu'à 5 000 euros. Et 5 000 euros, c'est 300 points. Et en fonction de ce que vous allez choisir, eh bien, ces 300 points, une fois que vous les avez atteints, vous avez droit à 5 000, enfin, vous avez un droit à 5 000 euros. Et en fonction de vos revenus, si vous êtes avec des revenus très faibles, très modestes, dans ce cas-là, vous pouvez obtenir 100% de cette aide, donc à savoir 5 000 euros. Si vous êtes un foyer modeste, ce sera 80%, donc environ 4 000 euros. Si vous êtes des foyers intermédiaires, c'est 50% et 30% pour les foyers aisés. C'est cumulable avec les aides du gouvernement et tout ce qui est lié au crédit d'impôt. Nous, on a ciblé, par contre, pour obtenir des points, on l'a ciblé sur des actions qui, en général, sont à la fois des points sur lesquels la communauté de communes souhaite que vous partiez, et en même temps, en général, des aides sur des endroits où les aides sur des actions, où il y a des aides qui ne sont pas peu développées par les crédits d'impôt. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, en tout cas au niveau de la communauté de communes et surtout au niveau de l'Alte 69, qui fait des permanences sur le territoire tous les 4e mardis de chaque mois à Anse et tous les 2e mardis de chaque mois au Val d'Oing. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Et puis pour les ménages qui sont plutôt modestes, il y a aussi la possibilité de travailler avec Solia, voilà, qui peut vous recevoir au domaine des communes le mercredi, le premier mercredi de chaque mois. Voilà. Et puis j'en profite aussi enfin pour saluer Pascal Beck qui fait partie normalement de cette visioconférence, maire de Chazay, et qui est très intéressé par cette présentation qui aura lieu aujourd'hui sur son territoire, donc en visio, puisqu'à l'origine c'était prévu en direct, en présentiel. Mais en tout cas, je suis très content que sur la communauté de communes, il y a des choses qui se mettent en place avec l'Alte 69. Je vous passe la parole. Je vous remercie, Monsieur Lebrun. Donc, à retenir de vos échanges, c'est que les territoires s'engagent pour favoriser la rénovation énergétique du patrimoine des particuliers. Il y a un certain nombre de choses qui existent en termes d'aide au niveau national et local. Et là, vous apportez des aides complémentaires avec comme objectif de favoriser la rénovation globale et performante avec ce système d'Ecopass. Le principe des points que vous avez évoqués, c'est tout le travail de l'espace Info Énergie, enfin, de la mission que nous portons à l'Agence locale de la transition énergétique, de pouvoir vous accompagner pour faire justement ce calcul des points, évaluer les travaux les plus pertinents et vraiment vous donner les informations sur les aides financières. Donc, en quelques mots, l'espace Info Énergie du Rhône, cette mission qui est portée par l'Agence locale de la transition énergétique et l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon, c'est un service au sein du réseau FER, dont vous avez entendu parler. Le réseau FER est à l'échelle nationale avec des antennes qui se retrouvent localement sur l'ensemble du territoire. C'est donc un service d'intérêt général qui a l'avantage d'être gratuit, neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. Nous n'avons rien à vous vendre. Nous sommes là pour vous orienter vers les meilleurs choix. Et à chaque fois, ces choix sont
sont faits, ou en tout cas nous vous conseillons pour faire ces choix à travers 3 critères, des critères qui sont techniques, des critères qui sont économiques et des critères qui sont environnementaux. Alors, sur le département du Rhône, l'Agence locale de la transition énergétique travaille avec tous les territoires. C'est un service qui est financé et cofinancé par l'ensemble des collectivités du Rhône, l'ADEME et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme l'a dit Monsieur Lebrun, il y a des permanences locales un peu partout sur le département. Sur la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré, on va retrouver des permanences les 2e et 4e mardis du mois. 2e mardi du mois au Val d'Oing, 4e mardi du mois à Anse. Vous avez aussi des permanences sur les autres communautés de communes. Et pour voir le détail de toutes ces permanences, vous pouvez vous rendre sur le site internet dont vous avez le lien sur cette page-là pour voir l'ensemble des rendez-vous possibles sur le département si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer. Alors, pour attaquer un petit peu, je vais essayer de mettre une autre disposition, peut-être comme ça. Voilà. Alors, on va parler de rénovation performante. Qu'est-ce que la rénovation performante? En fait, cette slide, il faut la regarder en 2 parties. On va regarder dans un premier temps la partie supérieure où on va additionner les travaux de performance énergétique au fil du temps en travaillant d'abord sur les menuiseries, en travaillant ensuite sur le système de chauffage, on va travailler ensuite sur l'isolation, sur la ventilation. Et une fois qu'on a fait tous ces travaux-là, étalés dans le temps, on pourrait se dire que la performance énergétique devrait être au rendez-vous et qu'on devrait faire un bond dans l'étiquette énergie de notre logement. En fait, dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque si on n'arrive pas à coordonner les travaux en même temps, on va dégrader la performance énergétique voulue. Donc, il est beaucoup plus intéressant de traiter l'ensemble du logement, tous les postes, en une fois pour vraiment faire un saut dans l'étiquette énergie et passer d'une étiquette qui correspondrait à une passoire énergétique E, F ou G vers vraiment l'objectif de la rénovation basse consommation, l'étiquette B. Pourquoi, quand on a des travaux qui sont échelonnés dans le temps et qui ne sont pas faits en un seul bloc, on n'atteint pas la performance voulue? Eh bien parce qu'il va y avoir des problèmes de coordination entre les différents corps d'État. Il va y avoir des difficultés, par exemple, avec des ponts thermiques qui vont être créés parce qu'ils n'ont pas été gérés au moment de la rénovation. Il va y avoir des problèmes d'étanchéité à l'air. Voilà. Donc, toutes ces questions-là, un petit peu techniques, peuvent être gérées uniquement si on est plutôt sur une réflexion de rénovation globale en une seule fois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toutes les aides financières se sont alignées pour favoriser la rénovation globale. Donc, il faut éviter d'avoir une réflexion rénovation en petit pas par petit pas, et il faut vraiment passer à l'étape rénovation globale. Alors, voilà, ce que je vous disais juste auparavant est illustré avec cette étiquette énergie. Pourquoi aussi c'est intéressant de faire une rénovation globale en une fois? Là, on est dans un cas de figure alors, très défavorable, avec un logement qui est une vraie passoire thermique, un logement en étiquette G, 2 000 à 2 500 € par an de consommation de chauffage. Après la rénovation, on se retrouve avec une consommation annuelle de 250 à 500 € par an. Si on avait une politique de la rénovation petit pas à petit pas, on améliorerait petit à petit son étiquette énergie, mais on aurait une facture énergétique qui resterait élevée au cours du temps. Et donc, on aurait du mal finalement à financer ces travaux. Là, ce qui est intéressant, c'est de finalement se projeter, de dire est-ce que ma rénovation globale que je vais faire en une fois, qui va peut-être me coûter 50 000 €, une fois que j'ai déduit toutes les aides financières et que j'ai des prêts
comme des éco-prêts à taux zéro, des prêts bonifiés pour financer les travaux, est-ce que ma mensualité pour rembourser ces prêts est finalement pas inférieure au coût de l'énergie que je payais auparavant? C'est vraiment l'exercice qu'il faut faire aujourd'hui. Quand on additionne coût de l'énergie plus mensualité pour rembourser son prêt, si on est sur une rénovation performante, on se rend compte que ça nous coûte moins cher que de continuer à payer l'énergie au prix fort. Voilà. Donc, vous avez le lien www.ecorénové.org. Vous avez un outil pour faire des simulations en fonction de votre projet, en fonction de votre facture énergétique actuelle, de vous dire si je m'engage demain dans une rénovation globale et performante, quel est mon reste à charge mensuel et finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux rembourser un emprunt pour avoir un logement qui a une étiquette énergie la meilleure possible, plutôt que de continuer à payer des factures énergétiques élevées. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit aussi, c'est qu'au-delà de cette étiquette énergie et de la facture énergétique, vous allez améliorer le confort de votre logement, vous allez vous sentir mieux, vous allez être dans un logement plus confortable, vous allez donner une meilleure valeur patrimoniale à votre bien. Et donc, c'est un ensemble de facteurs qu'il faut prendre en considération dans ce projet de rénovation globale. Alors, un petit zoom sur la rénovation performante et on va commencer à parler plutôt de l'enveloppe thermique. Quand on parle d'enveloppe thermique, de quoi parle-t-on? Alors, l'enveloppe, elle est constituée d'un certain nombre de parois. L'idée, c'est d'essayer de traiter toutes les parois. C'est comme si vous vouliez finalement enfiler un manteau à votre logement. On ne va pas uniquement traiter la toiture ou uniquement les murs ou uniquement les menuiseries. On va mettre le manteau sur l'ensemble de l'enveloppe et on ne va pas laisser la fermeture éclair ouverte, on va bien la fermer. C'est un peu l'idée, hein, si on veut avoir une image de ce que c'est le travail sur l'enveloppe d'un bâtiment. Donc, il y a un certain nombre de possibilités, hein. La toiture, on peut la traiter par l'intérieur, que ce soit sur le plancher des combles ou sous rampant, par l'extérieur, si jamais on doit refaire en même temps la couverture. Pour les murs, on va avoir les mêmes possibilités, intérieur ou extérieur, avec des avantages et des inconvénients dans les deux cas. C'est à étudier au cas par cas. Les menuiseries, eh bien, c'est pareil, il ne faut pas envisager de changer menuiserie par menuiserie, c'est dans la globalité qu'il faut le faire. Et si on a un projet d'isolation des murs, eh bien, il faut le faire en même temps. Comme ça, on travaille sur l'étanchéité à l'air par la même occasion et on raccorde bien les menuiseries avec l'isolation qui est mise en place. Et puis, la dernière paroi à traiter, qui est souvent la plus complexe, c'est le plancher bas, qu'il faut évidemment pas négliger. Donc, le plancher bas, on va pouvoir travailler dessus, soit directement sur le sol, soit en sous-face si on a un vide sanitaire. Voilà pour l'enveloppe thermique. Alors, pourquoi isoler? Je vous l'ai déjà un petit peu évoqué quand on a parlé de l'étiquette énergie. Déjà, à titre individuel, votre objectif, ça va être d'améliorer votre confort, de donner de la valeur patrimoniale à votre bien et évidemment de réduire les dépenses en énergie de chauffage. Mais tout ça aussi, on peut prendre un petit peu de hauteur et se dire que notre projet individuel s'inscrit dans un projet politique national et même international, puisque au niveau français, nous avons une stratégie nationale bas carbone qui veut qu'à l'échelle 2050, tous nos logements soient rénovés BBC. Un logement rénové BBC, c'est un logement qui consomme 50 kWh par mètre carré par an de chauffage. Aujourd'hui, la moyenne des logements qui sont non rénovés, c'est à peu près 200 kWh par mètre carré par an. Donc, on a besoin de faire une rénovation dite facteur 4 pour atteindre cet objectif-là et pour finalement répondre aux exigences des politiques mises en œuvre à l'échelle nationale. Donc, respect des politiques mises en œuvre à l'échelle nationale, respect des politiques locales en s'intégrant aussi dans les objectifs des différents plans climat.
Et puis, intérêt individuel, puisque vous améliorez votre confort, vous diminuez votre facture et vous donnez de la valeur à votre bien. Alors, ça, je ne vais pas m'appesantir sur cette question-là, mais quand on parle de confort, pourquoi isoler est un des premiers paramètres à prendre en compte et non pas avoir un système de chauffage plus performant? Parce que quand on parle de confort, on parle de température ressentie. La température ressentie, vous pouvez avoir de l'air ambiant à 20 degrés. Si vos murs sont isolés, que vos murs sont à 19 degrés, la température ressentie, c'est la moyenne entre la température de l'air ambiant et la température de la paroi froide la plus proche. Donc, dans ce cas de figure, vous serez à 19,5 degrés de température ressentie. Si vous êtes avec un mur non isolé, un mur à 14 degrés, la température ressentie, elle, sera à 17 degrés. Donc là, vous voyez bien qu'avec la même température d'air ambiant, vous n'avez pas du tout la même sensation de confort parce que vous avez cette sensation de paroi froide. Et donc, l'intérêt d'isoler est vraiment primordial puisque vous allez améliorer votre confort. Donc, il ne faut pas miser tout le confort intérieur sur le système de chauffage. Il faut vraiment avoir aussi cette vision de l'amélioration de l'enveloppe pour couper ces sensations de paroi froide. Quelques points de vigilance. Donc, quand on va traiter les différents postes d'isolation au niveau de l'enveloppe, il va déjà falloir essayer d'avoir des notions de gain par paroi. Bon, on vous l'a dit, de toute façon, l'objectif, ce n'est pas de traiter uniquement la toiture en se disant que la toiture, c'est 25 à 30% des déperditions, donc on va traiter que ce poste-là. C'est d'être sur une rénovation globale et performante. Par contre, il y a des points un petit peu singuliers qu'on appelle les ponts thermiques, auxquels il faut être vigilant, parce qu'on peut avoir des problèmes de dégradation du bien si on a des points de condensation qui se créent et si on ne traite pas bien tous ces ponts thermiques. Qu'est-ce que c'est un pont thermique? Par exemple, c'est la jonction entre la dalle et le mur. Si cette jonction-là n'est pas bien traitée, si on a un problème d'isolation à ce niveau-là, on peut avoir des phénomènes de condensation qui vont venir détériorer l'isolant dans le mur et qui peuvent venir détériorer le mur directement. Donc ça, c'est aussi l'accompagnement des professionnels et le savoir-faire des professionnels qui peut éviter ce genre de désagrément. Et l'espace Info-Énergie est aussi là pour vous aiguiller vers les professionnels compétents et en tout cas vous donner des critères de choix des professionnels compétents en vous aidant à analyser les devis et en vous donnant les outils pour analyser les devis. Évidemment, quand on est dans une rénovation globale, on va travailler sur l'étanchéité à l'air du logement. Si on travaille bien sur l'enveloppe, c'est ce que je vous disais, on met son manteau, mais on évite de laisser la fermeture éclair ouverte, puisqu'on va finalement avoir des entrées d'air parasites. Et quand on est finalement sur une enveloppe performante, ces entrées d'air parasites qui semblaient une anecdote quand le logement n'était pas très performant, elles deviennent vraiment prépondérantes sur les consommations d'énergie quand on est sur une enveloppe performante. Donc, il y a tout un travail aussi à mener sur l'étanchéité à l'air. Et ça, encore une fois, c'est aussi le choix des professionnels qui va vous permettre de bien traiter ce poste. La ventilation, c'est important d'en parler, on ne l'oublie pas. La ventilation est indispensable dans un logement. Parfois, on peut être sur une rénovation d'un logement très ancien qui avait uniquement de la ventilation naturelle. À partir du moment où on va traiter l'enveloppe, on va rendre étanche notre enveloppe, il faut absolument avoir un système de ventilation mis en place pour avoir un air sain et un air non humide dans son logement. La ventilation aussi, il y a des questions à se poser pour qu'elle soit la plus performante possible, puisque c'est une source de déperdition inévitable. Vous allez de toute façon faire rentrer de l'air plus frais dans votre logement pour le ventiler. Donc, il faut réfléchir à la bonne performance de la ventilation. Et enfin, une fois qu'on est passé par toutes ces étapes, réduire les besoins de chauffage en travaillant sur l'enveloppe, travailler sur l'étanchéité à l'air, mettre en place une bonne ventilation, c'est le moment de se poser la question du système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Il ne faut surtout pas prendre la question à l'envers.
Il ne faut pas commencer à se dire quel système je vais mettre dans mon logement et puis après travailler sur l'enveloppe. Il faut d'abord réduire les besoins au maximum. Une fois qu'on a réduit les besoins, on se pose la question du système. D'ailleurs, on va le voir dans le projet de M. Salavin. C'est une réponse qui est, j'allais dire originale, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qui est pas très courue, vous allez voir, comme système de chauffage. Mais je pense que cette réflexion est arrivée au bon moment. C'est que d'abord, le projet s'est porté sur la performance de l'enveloppe et ensuite le système de chauffage a été réfléchi. Donc voilà, il faut bien avoir une démarche méthodologique qui va dans le bon sens et d'abord travailler sur la performance pour réduire les besoins avant de penser système. Voilà, donc je suis allé un peu vite parce que l'objectif, ce n'était pas de vous faire un cours magistral sur la rénovation globale et performante. C'était pour vous donner quelques clés de compréhension sur ce qu'est une rénovation globale et performante. Est-ce que Florent, à ce stade-là, il y a déjà quelques questions? Alors, pas encore. On n'a pas encore de questions sur le chat. OK. Alors, on va pouvoir continuer à avancer. Je pense qu'au fur et à mesure, les questions vont arriver, surtout quand on va parler du projet de M. Salava. Alors, donc on va faire un petit focus pour vous. C'est vrai que je n'ai pas reprécisé au début de la visio, mais habituellement, l'espace Info-Énergie organise des visites de rénovation exemplaire en présentiel, où c'est l'occasion de pouvoir échanger avec le maître d'ouvrage, d'échanger aussi avec les professionnels qui ont participé au projet, que ce soit les maîtres d'œuvre, que ce soit des installateurs, que ce soit des personnes qui réalisent l'isolation. Et ça permet, quand on est dans un projet de rénovation, de se projeter, d'avoir aussi l'avis du maître d'ouvrage sur quelles ont été ses difficultés, ses réussites. C'est un petit peu aussi les bonnes, les tips un petit peu, quelles sont les bonnes choses à retenir. Là, compte tenu de la période, on a décidé de faire cette visio. On va essayer au maximum aussi de vous donner tous les éléments qui vous permettront d'avancer sur votre projet. Et c'est pour ça qu'on en profite pour étudier un petit peu le projet de M. Salavin qui a réalisé sa rénovation l'an dernier sur la commune de Chazay. Alors, M. Salavin, je vous laisse la parole. Si vous voulez nous expliquer un peu quelle a été votre démarche, votre projet, resituer un petit peu votre maison, d'où vous êtes parti, sa surface, voilà, ce genre d'éléments. Donc, bonjour à tous. Notre maison, on va dire, on est dans un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de terrain qui était dans notre budget, beaucoup de biens à la vente, et on est tombé un petit peu par hasard et on a eu l'occasion d'acheter cette maison qui était un petit peu moins chère parce que justement, c'était une maison des années 70 où il y avait eu quasiment aucun travaux. Donc, on était dans une maison qui était en simple vitrage. Il n'y avait pas vraiment d'isolation des murs. C'était une lame d'air entre deux rangs de briques. Il n'y avait pas de ventilation. Il y avait un petit peu d'isolation dans les combles qui avait été un petit peu mangé par les souris. Voilà. On a vu que c'était une maison d'avant le choc pétrolier qui était à la base avec un chauffage au fioul, avec des gros radiateurs. Et le propriétaire avait changé ce moyen de chauffage parce qu'il travaillait chez EDF. Donc, il ne payait pas l'électricité. Donc, il y avait pour 12 000 watts de radiateurs électriques dans le logement. Donc, pourquoi cette rénovation? À la base, on va dire, il y a de la conviction personnelle. Donc, il y a forcément, effectivement, un petit peu ce qu'on a vu dans les slides d'avant, consommer moins. Consommer moins pour la planète, pour le financier. Aussi par rapport aux slides qu'il y avait eu avant, il y avait forcément
Sur la partie financière, il faut se dire que c'est des travaux qu'on va amortir. Par contre, le prix des énergies, normalement, devrait aller en grimpant. C'est aussi quelque chose dans l'amortissement que vous pouvez essayer de regarder. Il ne faut pas prendre forcément les prix des énergies que vous avez aujourd'hui. Il faut se dire que chaque année, ça va augmenter. Donc, il y avait, on va dire, ce petit côté, un petit peu financier, un petit peu écolo. Il y a la notion de confort, donc confort d'hiver, et puis surtout confort d'été. Personnellement, on n'avait pas envie de mettre de climatisation dans notre maison, même s'il y a des solutions qui peuvent être très bien. On ne voulait pas être tenté de compter uniquement sur une pompe à chaleur pour avoir une température qui nous convienne à l'intérieur. On a emménagé au mois de juillet, courant juillet cette année. Vous connaissez tous l'été qu'on a eu, même si on est en dehors d'une grande ville. Nous, dans la maison, on n'a pas eu plus de 26 degrés. Voilà, donc on a passé un été à l'intérieur très bien. Il y a forcément un petit peu la partie de l'aspect valorisation aussi de notre bien. J'allais dire demain, si on vend notre maison, alors on a un bien qui est peut-être plus petit que les maisons neuves qui se font aujourd'hui, mais simplement, je pense qu'on n'aura pas forcément à rougir thermiquement de la comparaison avec une maison plus récente. Il y aura forcément des différences de surface, de nombre de pièces, de forme, d'esthétisme de la maison. Mais par rapport à l'état de la maison quand on l'a acheté et à son prix, je pense que les travaux qu'on a fait dans la maison, on devrait pouvoir les récupérer financièrement lors de la revente de notre bien. Ce n'est pas un investissement qui sera perdu. Je pense aussi, par exemple, justement, sur des questions un petit peu de réchauffement climatique, d'évolution des températures d'été ou d'hiver ou des choses comme ça, on aura un confort qui sera correct par rapport à une maison neuve. Après, il y a forcément des choix qui ont été faits parce qu'on n'a pas totalement la même latitude de faire ce qu'on veut dans un bâti existant. Mais voilà, on va en parler un petit peu pour la question quelles sont les solutions techniques que vous avez choisies. Comment se faire accompagner? Il y a justement l'espace Info-Énergie qui est là pour vous. Alors moi, j'avais 2-3 connaissances en thermique de par mon travail, mais comme il a été dit par Yannick, si dans une maison comme ça, vous arrivez et vous vous dites il y a juste du simple vitrage, je vais mettre du double vitrage et ça va régler tous mes problèmes, je pense que la consommation, elle n'aurait pas évolué beaucoup au sein de la maison. On connaît on va dire, c'est une maison qui est un petit peu type, qui est un peu photocopiée dans le lotissement dans lequel on est. On avait eu des discussions avec des parents d'élèves, d'amis de notre fils, qui nous disaient effectivement, nous, on a juste changé les fenêtres. Je pense que on n'a pas les mêmes factures d'énergie l'hiver. Et au niveau du confort d'été, je pense qu'ils ont souffert des températures de cet été, alors que nous, donc l'espace Info-Énergie, justement, va être là pour vous conseiller de manière globale, pour ne pas faire le choix de l'entreprise que vous allez rencontrer, qui va cibler le produit qu'elle va vendre ou le type de prestation qu'elle va faire. Ce n'est pas l'entreprise de menuiserie qui va vous conseiller forcément d'isoler vos murs, vos combles, de changer de moyen de chauffage. Il va vous donner un avis qui sera pas forcément objectif,
Donc, c'est l'avantage de contacter justement l'espace Info Énergie qui va vous conseiller de manière globale. Après, ça n'empêche pas qu'ils vont vous conseiller et qu'après, il y aura des choix que vous devrez arbitrer, vous, en fonction de vos finances, parce que j'avais pas un budget illimité, des contraintes de votre habitation qui sont propres à vous, de vos choix, de vos convictions. On pourra en parler justement dans les solutions techniques. Au niveau des solutions techniques, qu'est-ce qu'on a choisi? Alors aujourd'hui, on a réisolé les murs, on a réisolé les combles, on a changé les fenêtres et les portes, on a mis une VMC simple flux gros B, on a une production d'eau chaude, alors qui est électrique, mais c'est pas le ballon électrique de base, c'est pas un ballon d'eau chaude thermodynamique. Alors ça, c'est des choses, je vous laisserai parler éventuellement du vocabulaire avec les personnes de l'espace Info Énergie. Ça aussi, c'est à la rigueur, c'est peut-être un détail, mais quand vous allez parler avec un professionnel d'un moyen de chauffage, soit vous êtes avisé, vous connaissez un petit peu le vocabulaire et vous savez ce qu'il y a derrière, soit vous ne savez pas. Et si effectivement thermodynamique, c'est un mot qui ne vous parle pas plus que ça, bah, c'est des choses à voir justement avec les conseillers d'info-énergie. Et après, au niveau du chauffage, alors j'ai bien aimé le fait effectivement que c'est un petit peu atypique ce qu'on a choisi. Je ne sais pas si je peux passer sur mon écran. Donc en fait, on a une petite cuisinière à bois qui en fait va servir de notre moyen de chauffage principal. On a quand même mis des radiateurs électriques à forte inertie pour alors ça peut faire un petit peu double emploi, mais on va dire que c'était un petit peu un garde-fou pour nous à plusieurs niveaux. Il y a le premier, même si on avait une petite conviction sur le chauffage au bois et qu'on avait ce choix, mais qui est un petit peu historique de la cuisinière. C'est entre autres au début ma compagne qui avait sa grand-mère qui avait ce moyen de chauffage et qui faisait de la cuisine avec, et elle était attachée à ça. Moi, je n'étais pas vraiment fermé aussi au côté de se dire que j'ai un moyen de chauffage et qu'en plus, on peut faire chauffer de l'eau ou faire des petits plats, donc ce n'est pas forcément une nouvelle chose, mais c'est un choix très personnel. Les radiateurs électriques, on en a quand même mis, donc j'avais un petit côté, j'avais peur que derrière les bonnes résolutions, que dans la pratique, ce soit contraignant et qu'on ne le fasse pas. Donc il y avait cet aspect-là. Et j'avais aussi un petit peu le côté de me dire, si demain je revends, que j'ai juste une cuisinière à bois dans le séjour, je ne suis pas sûr que ça joue en ma faveur pour la revente. Donc je voulais avoir un petit quelque chose pour pouvoir dire, vous voulez acheter ma maison, il n'y a pas de souci, vous pouvez changer la cuisinière, mettre un peu si vous voulez quelque chose comme ça. Et en attendant, de toute façon, mon bien est équipé pour vous chauffer sans avoir besoin de forcément mettre du bois dans la chaudière. Ça la va? Oui. Alors, on va peut-être dérouler les diapos avec les différentes solutions Oui. techniques. Merci pour cette vue d'ensemble de votre projet. Juste, je reprends 2 ou 3 petits points que vous avez évoqués qui sont hyper importants. Évidemment, quand on fait une simulation sur l'intérêt de rénover en fonction de sa facture énergétique, il faut prendre en considération l'évolution du prix des énergies. Et avec l'outil Éco-Rénové que je vous ai présenté au début, on peut le faire. Il y a la prise en compte de l'évolution du prix de l'énergie. Ce n'est pas juste une photo à l'instant T, c'est vraiment une projection avec l'évolution du prix des énergies. Donc, il faut le faire comme ça.
Ce qui est très important aussi, c'est que je vous ai parlé de travail sur l'enveloppe thermique plutôt pour réduire les besoins de chauffage. Monsieur Salavin, vous l'avez évoqué, il y a le confort d'été. Et donc, quand on travaille sur l'isolation de son bâtiment, on va aussi améliorer son confort d'été. Et les choix techniques qui vont être faits pour l'isolation doivent être faits aussi au regard de cette notion de confort d'été. Est-ce qu'on va plutôt choisir une isolation thermique par l'extérieur ou plutôt par l'intérieur? Est-ce qu'on va choisir plutôt des matériaux denses et biosourcés ou des matériaux type laine minérale? Tout ça, c'est des critères qui vont venir alimenter le confort d'été. Et puis pour le chauffage électrique qui est finalement un peu en secours, en appoint, on peut dire que votre cuisinière à bois bûche, qui présente pour moi de nombreux avantages et puis qui est un choix très personnel, comme vous l'avez dit, son seul vrai inconvénient, c'est qu'il n'est pas automatique. Et donc, si vous voulez partir 2 semaines en vacances en plein hiver, à une période où il fait moins 10 degrés, il vous faut bien un système qui assure le hors-gel et donc les radiateurs assurent aussi ce rôle-là. Je voulais aussi préciser que votre projet, il est arrivé à une époque où il y avait un petit peu moins d'aides financières que ce qui existe aujourd'hui. Donc, on va évoquer les aides financières. Vous en avez quand même bénéficié d'un certain nombre, mais en tout cas pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, on ne va pas être sur le même niveau d'aide aujourd'hui quand vous êtes sur une rénovation globale et performante. Quand on additionne les aides nationales type MaPrimeRénov', les aides locales, ce qui se met en place sur les différentes communautés de communes, on n'est plus du tout sur les mêmes niveaux d'aide. Voilà. C'était pour préciser tous ces petits points-là. Donc, on va regarder un peu plus en détail. Donc, au niveau de la toiture, ce que vous avez choisi, c'est de traiter les combles perdus avec un isolant biosourcé en ouate de cellulose, où vous respectez du coup une résistance thermique de 7. Pour rappel, pour bénéficier des aides financières aujourd'hui, quelles que soient les aides financières, il faut que la résistance thermique soit supérieure ou égale à 7. Ce qui correspond à peu près à 30 cm d'isolant d'une manière générale. Ici, dans votre cas, vous êtes à 32 cm d'isolant. Et donc, avec un coût approximatif de 25 €, enfin là, c'est même plus approximatif puisque vous avez les factures de 25 € hors taxe par mètre carré. Donc, c'est des notions là que vous pouvez retenir. Si vous êtes sur une isolation de comble perdu classique en ouate de cellulose, c'est les tarifs que l'on voit appliqués d'une manière générale. On a précisé aussi l'aide financière mobilisable constituée par les certificats d'économie d'énergie de 1 500 €. Donc ça, vous en avez bénéficié, Monsieur Salavin, des certificats d'économie d'énergie? Oui, alors là, c'est directement l'entreprise qui a fait l'installation. Alors, sans faire de pub, parce que de toute façon, c'est dans la fiche de site. C'est la société Cabane qui est liée en fait à Auchan, qui m'a financé et j'ai pas eu à payer ces 1 500 €. Donc, moi, pour ma partie, en fait, la facture globale était à 2 500 € et Auchan a pris 1 500 €. Donc, je n'ai payé que 1 000 € de ma poche. D'accord. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous orienter quand vous arrivez avec votre projet et vos différents postes de travaux. Il y a différentes solutions pour valoriser les certificats d'économie d'énergie, directement avec le professionnel ou alors avec des obligés en passant plutôt par des dossiers en ligne. Et là-dessus, on peut évidemment vous orienter. Donc, on parlait du confort d'été. Une des solutions pour favoriser le confort d'été dans son logement, c'est de choisir des matériaux isolants plutôt denses. Et là, dans le cas de la ouate de cellulose, on est sur un matériau qui fait partie des matériaux avec une bonne densité qui permet d'avoir un meilleur déphasage thermique et d'éviter d'avoir un temps de déphasage trop court qui va au fil du temps dans la journée estivale, faire augmenter la température dans le logement alors qu'on a une température extérieure encore élevée. Donc, c'est un des choix, hormis le fait que ce soit un choix écologique, puisqu'on est avec des matériaux biosourcés, un choix qui va améliorer le confort dans le logement aussi en période estivale. Alors, l'autre poste, alors le confort d'été, on ne va pas s'appesantir dessus, juste
à retenir, c'est qu'avant de penser à des systèmes énergétiques, à des climatisations, il faut d'abord vraiment réfléchir au système passif et travailler sur l'enveloppe, travailler sur des casquettes solaires, travailler sur des occultations des ouvrants avant de travailler sur la climatisation qui va être un système qui va apporter une facture énergétique supplémentaire alors qu'en travaillant vraiment sur l'enveloppe, vous pouvez vous passer de climatisation. M. Salavin vous l'a dit dans la présentation, cet été en période caniculaire, le logement n'est pas monté à plus de 26 degrés. 26 degrés en période caniculaire, c'est quand même une température qui est tout à fait raisonnable et pour laquelle on se sent encore vraiment bien dans son logement. Alors, on va parler du traitement que vous avez fait des murs. Je vous laisserai compléter si je ne suis pas tout à fait exhaustif. Donc là, le choix qui a été fait au niveau des murs, c'est une isolation thermique par l'intérieur. Donc il y a toute une étude économique qui a été menée par le maître d'ouvrage, de savoir entre l'isolation intérieure, où de toute façon il y avait un certain nombre de travaux à mener, enlever des cloisons, repasser des gaines, etc., et faire l'isolation par l'extérieur, quel est le surcoût entre l'une ou l'autre des solutions. Là, d'un point de vue économique, c'est l'isolation thermique par l'intérieur qui était la plus pertinente pour le maître d'ouvrage. Et le choix qui a été fait a été de choisir un isolant en mousse de polyuréthane projeté. L'avantage de cet isolant, qui est assez peu conventionnel pour l'isolation des murs, c'est d'avoir une résistance thermique assez élevée pour une épaisseur assez faible. C'est que là, pour 10 cm d'épaisseur d'isolant, vous atteignez une résistance thermique de 3,8, qui est le minimum pour avoir les aides financières et pour être sur une enveloppe performante. En principe, on va plutôt être sur des épaisseurs de 15 à 20 cm selon le choix d'isolant. Donc là, du fait que la maison est d'une surface assez faible, et pour ne pas réduire encore la surface de la maison, l'idée c'était de ne pas réduire encore la surface en périphérie et d'avoir un isolant le plus mince possible. Donc là, on est sur un coût de l'ordre de 37 € hors taxe du mètre carré, avec évidemment des aides financières mobilisables, puisque vous avez respecté les critères minimums en termes de résistance thermique. Donc, au moment des travaux, il existait encore le crédit d'impôt transition énergétique qui s'arrête au 31 décembre au profit de MaPrimeRénov'. Et puis, les certificats d'économie d'énergie, où là, vous avez bénéficié de l'ordre de 1 700 € de certificats d'économie d'énergie. Ça, les certificats d'économie d'énergie, vous pouvez toujours les valoriser après, les périodes continuent. Et donc, c'est encore une aide financière qui est mobilisable. Est-ce que j'ai été assez exhaustif, Monsieur Salavin, sur ce poste? Oui, après, j'ai vu des petites remarques sur le choix de la mousse polyuréthane. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose que j'aurais forcément retenu dans une habitation neuve. C'était vraiment parce que c'est pas biosourcé, c'est pas bien. Il y a des questions qui se posent sur l'inflammabilité, sur l'éventuel dégagement de gaz après l'installation du matériau. Mais c'était, faut pas dire la seule solution, parce que bien sûr, si on peut toujours se dire, bah, tiens, je vais prendre 20 cm dans mon habitation pour l'isoler par l'intérieur, c'est pas grave. Bon, là, on a une petite maison de 80 mètres carrés. On n'a pas démoli toutes les cloisons, donc il y a certaines pièces comme la salle de bain où trop prendre de surface à l'intérieur, ça posait des vrais problèmes pour notamment mettre une baignoire. Là, déjà, on en a une petite, elle fait 1,50 m de long. En dessous, 1,40 m, j'étais pas tenté par la baignoire sabot. Donc voilà, il y a un petit peu le choix est venu entre autres de ça. Sur la question entre isolation intérieure et extérieure, c'est là aussi où ça va beaucoup dépendre de votre budget et du type d'habitation.
Bon, il y avait un mois de ce qu'on avait vu, c'est en gros isolation intérieure ou extérieure. L'extérieur allait me coûter 12 000 euros, en plus des travaux qui ont été faits. Donc, ça rentrait pas dans mon budget. Euh, et après, j'ai pas une maison à étage, j'ai pas un plancher intermédiaire qui a un gros pont thermique avec la façade. Aujourd'hui, finalement, le pont thermique que j'ai, c'est les déperditions du sol, où en fait, j'ai pas d'isolation au niveau du nez de dalle et je suis sur terre-plein, donc j'ai pas d'isolation particulière au sol. Je pouvais pas isoler par-dessous et par-dessus, en fait, ça me gênait quand même. J'avais des problèmes de hauteur. Donc après, remarque, on est dans la partie sol. C'est peut-être sur la diapo, le slide suivant, qu'on va parler du sol. Voilà. En tout cas, sur le choix du polyuréthane, si vous demandez conseil à un technicien d'Espace Info Énergie, on vous présentera à chaque fois tous les isolants possibles, avec ses avantages, ses inconvénients, son coût. Le choix final, de toute façon, appartient au maître d'ouvrage. Et l'objectif reste bien, de toute façon, d'avoir une enveloppe isolée en fonction des différents critères de choix. Alors, un tout petit zoom sur l'humidité. J'en ai déjà parlé quand on a parlé de ventilation, donc je ne vais pas y revenir en détail, mais ce qui est important, c'est quand on travaille sur l'enveloppe, quand on rend ces murs les plus étanches possibles, on peut avoir des problèmes d'humidité si on ne travaille pas bien sur sa ventilation. L'humidité, d'où est-ce qu'elle peut venir? Si vous êtes sur une maison plutôt en bâti traditionnel, type pierre pisée, vous pouvez avoir des remontées par capillarité qui viennent du sol. Vous avez aussi toute l'humidité qui est produite dans le logement liée à l'activité humaine, hein, les douches, la cuisine, la respiration. Et puis, vous avez aussi l'humidité de l'air ambiant qui peut venir des intempéries. Donc, l'humidité, en fait, elle n'est pas un problème dans son logement à partir du moment où elle est évacuée. Et donc, c'est bien le rôle de la ventilation de toujours évacuer l'humidité de son logement. Si l'humidité dans le logement est sous forme de vapeur, on n'a jamais de problème. C'est à partir du moment où la vapeur se condense et on est en eau liquide qu'on peut avoir des dégradations. Donc, voilà, c'était le petit point qui vient un petit peu conforter l'idée de toujours bien penser sa ventilation. Donc voilà, hein, comment l'éviter, ventiler, bien choisir ses matériaux et mettre en place un pare-vapeur. Alors bien choisir ses matériaux, c'est, je vous le disais, quand on est sur du bâti ancien, en pierre ou en pisé, avec des matériaux qui laissent passer qui ont des besoins de transfert d'humidité à travers la paroi, il va bien falloir choisir son matériau isolant pour ne pas bloquer cette humidité entre l'isolant et la paroi. Si vous mettez un polystyrène sur du pisé, par exemple, vous allez bloquer le transfert de vapeur d'eau, vous allez créer un point de condensation et vous risquez de dégrader votre mur. Si vous êtes sur un mur en béton classique qui, de toute façon, ne laisse pas passer les flux d'humidité, vous pouvez être sur un matériau type polystyrène, ce n'est pas gênant. Donc, il y a vraiment un choix à faire en fonction du type de paroi, si on est sur du bâti ancien ou du bâti plus récent. Et puis, une des solutions aussi, c'est de mettre en œuvre un pare-vapeur qui est une membrane textile que vous allez mettre du côté chaud du logement entre la plaque de finition et l'isolant pour éviter, pour réguler et limiter le passage de la vapeur d'eau au travers de l'isolant qui pourrait à ce moment-là se condenser et provoquer des dégradations. Alors, on passe sur la partie menuiserie. Donc, le choix qui a été fait, c'est un des choix sur lesquels on vous oriente de manière préférentielle aujourd'hui, hein, sur du double vitrage performant avec des
caractéristiques UW, SW qui permettent de respecter les critères pour les aides financières. Là, vous avez fait le choix du double vitrage en PVC avec un coût total de 3 000 € hors taxe pour 6 menuiseries. Et donc là, pour les menuiseries seules, on est sur un des postes qui est très peu aidé finalement, avec des certificats d'économie d'énergie assez faibles et un crédit d'impôt quand il existait qui était aussi assez faible. Ce qu'on va retrouver aussi avec ma prime rénov sur des montants assez faibles. L'objectif, c'est, si on veut, la politique des aides financières, ça a été de réduire au maximum les aides sur les menuiseries pour éviter qu'on soit sur de la rénovation partielle, que tout le monde se rue sur uniquement le changement des menuiseries et ne traite pas les parties les plus importantes, la toiture, les murs, le plancher bas. Donc, il faut vraiment envisager le changement de ces menuiseries dans un projet global et non pas dans un projet à part entière de poste à traiter. Évidemment, quand on change ces menuiseries, il faut penser à avoir des entrées d'air adaptées pour pouvoir ventiler son logement. Et donc, dans votre cas, Monsieur Salavin, vous avez choisi de mettre en place une ventilation simple flux hygrobée. Donc, hygrobée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ventilation, les débits de ventilation sont modulés en fonction de l'humidité de l'air ambiant. Donc, les bouches d'entrée d'air sur les menuiseries ont une petite membrane qui est sensible à l'humidité, qui va s'ouvrir et se fermer en fonction des besoins de ventilation. Et ce sont des bouches aussi spécifiques dans la cuisine et salle de bain et toilettes qui vont permettre de faire varier le débit de ventilation en fonction du besoin. Donc, ventiler, on le fait de façon continue et permanente, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Par contre, l'idée de ventiler, c'est de le faire de la façon la plus efficace possible pour avoir un air sain, mais pour ne pas avoir trop de déperdition énergétique. Donc, c'est une des solutions, c'est la simple flux hygrobée. On parle, oui, alors on vous a mis un petit point d'attention, le détalonnage des portes. Ça, dans les projets qui soient neufs ou a fortiori encore plus en rénovation, le détalonnage des portes, c'est le fait d'avoir un vide entre le sol et le bas de la porte suffisant pour qu'il y ait un flux d'air qui se fasse entre l'air neuf qui arrive des menuiseries et l'air qui est aspiré par les pièces humides, donc cuisine, salle de bain, toilette. Si vos portes sont vraiment à ras le sol, ce flux d'air ne peut pas se faire et donc la ventilation est inefficace dans le logement. Donc, le détalonnage des portes, c'est 1 à 2 cm, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en considération et qui est important à mettre en œuvre. Voilà, alors sur le bilan financier, sur votre projet, Monsieur Salavin, uniquement évidemment sur la partie performance énergétique, on ne parle pas d'aménagement intérieur ou d'autres travaux dans le logement, on est sur un coût total de rénovation d'environ 14 000 €. Si on ramène ce coût des travaux à un ratio au mètre carré, aux alentours de 130 € TTC par mètre carré. Donc, on voit que là, on est sur, vous avez vraiment optimisé les coûts. Sans doute qu'un des points importants, c'est que vous avez un système de chauffage qui est finalement avec un coût assez faible. Je ne crois pas qu'on ait fait de slide sur le système de chauffage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Sur ma cuisinière à bois? Oui. J'allais dire, aujourd'hui, j'ai presque plus de recul sur le confort d'été que sur le moyen de chauffage. J'étais habitué jusqu'à présent à faire mes relevés de consommation, alors dans un ancien logement, mes relevés de consommation d'eau, d'électricité et de gaz, parce que j'avais eu du chauffage au gaz. Là, je me suis rendu compte, on avait échangé un petit peu avec Yannick avant la présentation, et je me suis rendu compte que sur le moyen de chauffage, j'ai acheté du bois, mais j'ai pas un compteur de bûches qui me dit
qu'est-ce que j'ai utilisé combien j'ai utilisé de bûches exactement. Parler en ster ou quelque chose comme ça, c'est pas trop possible pour l'instant. Malgré tout, j'allais dire, si on parle chauffage électrique, alors c'est qu'un appoint qui se déclenche. Mon chauffage électrique se déclenche quand même, il est quand même en marche. Il se déclenche petit matin, là surtout depuis une semaine où le matin, en dehors de chez moi, il y a -3 à Chazé. Donc le chauffage électrique donne un petit coup pour passer de 18,5 à 19 en gros degrés. Voilà, le moyen de chauffage en lui-même, alors c'est atypique, effectivement. Comme le disait Yannick, c'est quelque chose, si je ne suis pas là, ça ne marche pas. Aujourd'hui, dans la pratique, parce que la maison est plutôt bien isolée, franchement, on fait un petit feu le matin, on fait un petit feu le soir, et quand on fait un feu, assez rapidement, on prend 2 degrés, donc on arrive à 21, voire plus si jamais on le fait durer. Donc voilà. Après, dans les bons côtés d'un système de chauffage, alors pas forcément la cuisinière, mais d'un système de chauffage traditionnel, et aussi, c'est un petit peu, je vais faire le parallèle avec l'aspect climatisation, c'est que ça tombe pas en panne. C'est quelque chose de bête, mais j'ai pas, potentiellement pas de panne possible sur ce type d'appareillage. Et pour la climatisation, c'est la même chose. J'en ai pas, ça tombe pas en panne. Si vous comptez sur un appareil de climatisation pour vous faire du frais, le jour où ça tombe en carafe, ou s'il y a un problème électrique, bah, vous êtes embêté. Je connais pas mal de gens qui ont des poêles à granules, et bah, le jour où ça tombe en panne, c'est forcément en hiver, et des fois, ils ont des pièces qui mettent 1 mois ou 2 à arriver. Donc finalement, ils achètent des radiateurs électriques à bain d'huile pour les brancher. Donc c'est particulier pour l'aspect chaudière, cuisinière à bois, mais je pense qu'un bon petit poêle à bois, c'est très bien. Après, les granulés, c'est bien, mais il faut se dire que c'est un système, malgré tout, qui est pilotable, qui a de l'autonomie, qui est très bien. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais choisi ça, mais on est tributaire quand même de l'électricité, c'est une consommation électrique, et ça s'entretient, ça tombe en panne. Ouais. Alors, merci pour ces précisions. Alors, voilà, encore une fois, c'est tout l'avantage d'avoir ces échanges avec le maître d'ouvrage, parce que vous donnez votre point de vue avec votre propre sensibilité. Et un système à bois bûche, eh ben, c'est, comme vous l'évoquez, ça présente tous ces avantages de ne pas être dépendant d'autres énergies et d'être sur un système plutôt, on va dire, low-tech. Vous n'avez pas de technologie électronique qui risque de mal fonctionner. Pour autant, eh ben, ça ne répondra pas forcément aux besoins de tous les maîtres d'ouvrage, et il faut regarder dans sa globalité le projet. Encore une fois, ben, le système granulé va effectivement avoir un peu plus de technologie, un peu d'électronique. C'est pour ça qu'on essaye de vous orienter au mieux vers les systèmes les plus performants, les plus fiables, avec des installateurs qui sont compétents et qui savent assurer aussi la maintenance des systèmes. Donc voilà, c'est pour contrebalancer un tout petit peu le point de vue de notre maître d'ouvrage. Peut-être qu'on va passer à une phase de questions, Florent. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont arrivés. Tout à fait. Il y a pas mal de questions tant qu'on y est sur ce poêle, Oui. ce salle à vin, donc peut-être pour vous. Enfin, l'utilisation de la cuisinière plutôt, pardon. Et notamment des questions par rapport à l'utilisation en été. Et si la cuisinière permet vraiment de cuisiner ou pas en été. Alors, forcément, on va dire, dans les mauvais cuisinières, mauvais côté de la cuisinière à bois, c'est qu'il ne faut pas compter dessus, ou ça serait une hérésie de la faire tourner l'été pour faire la cuisine.
Donc, effectivement, c'est pour nous un moyen de chauffage qui nous permet de faire quelques plats avec. Par contre, à côté de ça, on a un four qu'on a bien choisi en A++. On a pris une plaque vitrocéramique, induction. Donc voilà, donc la cuisine l'été, on ne la fera pas avec la cuisinière à bois. Très bien. Ça répond à la question. Ensuite, on avait des questions par rapport à l'isolation, notamment par rapport à l'isolation du toit. S'il fallait mieux isoler les rampants de toiture ou plutôt en comble perdu. Alors bon, ça, je pense que c'est vraiment les… Alors, je ne sais pas si du côté info-énergie, vous avez un avis, mais je pense vraiment ce qui va dépendre, c'est déjà est-ce que les tombes sont aménageables ou pas. Les miennes, elles ne le sont pas. Donc, je suppose fortement que j'aurais eu un surcoût à isoler sous rampant. Mais aujourd'hui, venir mettre de l'isolation en vrac dans les combles, c'était ce qui était le plus accessible, le plus simple techniquement et je pense financièrement pour ma maison. Florent, oui, effectivement, quand on a le choix entre les deux, si les combles ne sont pas, l'objectif n'est pas d'aménager les combles, il est inutile d'avoir ce volume supplémentaire qui serait chauffé dans le logement. Donc, autant travailler sur le plancher des combles. On va vraiment plutôt travailler sous rampant à partir du moment où on est sur des combles aménagés ou l'ambition d'aménager un jour les combles. À partir du moment où on peut travailler sur le plancher des combles, il vaut mieux travailler sur le plancher des combles. Je vais prendre tes autres questions, Florent. Ouais. Alors du coup, on avait aussi des questions sur les systèmes de production d'eau chaude qui peuvent exister de manière générale. Alors, de manière générale, les systèmes de production d'eau chaude, ils sont assez nombreux. On va avoir des systèmes qui peuvent être couplés avec la production de chauffage quand on est sur des chaudières, qu'elles soient à n'importe quel type de combustible. Si on est sur une chaudière gaz, si on est sur une chaudière à granulés, même si on est sur une chaudière à bois bûche, on peut produire l'eau chaude en même temps que le chauffage. Et pour les chaudières gaz ou chaudières à granulés, il n'y a aucun souci pour qu'elles produisent de l'eau chaude, même si on n'est pas en période de chauffage. Il y a plusieurs façons de fonctionner. Et puis après, on va avoir des systèmes indépendants de production d'eau chaude sanitaire, type cumulus électrique que tout le monde connaît, ou de façon un peu plus performante, les ballons thermodynamiques, où on peut aller vers des systèmes beaucoup plus vertueux utilisant des énergies renouvelables en mettant en place un chauffe-eau solaire individuel sur sa toiture, si on en a la possibilité, si on a la bonne exposition. Et là, le chauffe-eau solaire, lui, va pouvoir couvrir jusqu'à 60% des besoins de production d'eau chaude sanitaire pour un foyer de 4 personnes. C'est à peu près les ratios qu'on a sur le département du Rhône. Et les 40% complémentaires de besoins sont soit couverts par le système de chauffage, qui produirait aussi l'eau chaude sanitaire, soit on peut avoir une résistance électrique dans le ballon du système solaire. Et quand l'apport solaire est insuffisant, c'est la résistance électrique qui vient prendre le relais. Voilà. Donc en fait, ça va être un peu comme à chaque fois qu'on nous pose la question sur les systèmes, il n'y a pas de meilleurs systèmes, il y a un système adapté à votre projet. Et donc c'est vraiment en fonction de votre projet, de vos besoins, du nombre de personnes dans le logement, qu'on pourra regarder en détail la meilleure solution. Ou en tout cas, les solutions qui sont adaptées plutôt que la meilleure solution. Très bien. Tu veux prendre d'autres questions? Oui, on peut encore prendre deux. Oui. Deux questions. Du coup, il y avait une question sur les VMC double flux et la différence qui peut exister entre les double flux et les simples flux. Alors, la VMC double flux, son avantage, c'est que vous allez optimiser, vous allez réduire au maximum les déperditions liées au renouvellement d'air dans le logement. Vous n'avez plus le système d'entrée d'air sur vos menuiseries. Vous avez une entrée d'air spécifique qui va venir directement sur votre double flux et
l'air qui va rentrer dans le logement va être préchauffé au travers d'un échangeur par l'air qui est extrait du logement. Donc l'air qui est à 20 degrés dans votre logement, plutôt que de le rejeter directement à l'extérieur, on vient lui prendre le maximum de calories pour préchauffer l'air entrant et avoir un air entrant qui, au lieu d'être à 0 degré si on est en plein hiver, va rentrer finalement à 10 degrés. Donc l'avantage, c'est qu'on est sur un système qui est plus performant. On va réduire les déperditions thermiques. Ça permet aussi de mieux filtrer l'air entrant. Vous avez un système de filtre dans la centrale double flux qui va filtrer les particules fines, qui va filtrer les pollens, qu'on a un petit peu plus difficilement sur les simples flux. Et puis, on contrôle aussi un petit peu mieux les débits. Donc là, c'est vraiment, quand on passe sur un système de ventilation double flux, quand on est sur une rénovation globale, on peut commencer à y réfléchir parce qu'il y a un peu plus de passage de gaines à mettre en œuvre qu'en simple flux. Donc, c'est un peu difficile si on n'est pas sur une rénovation globale. Mais si on est sur une rénovation globale, on peut toujours trouver la solution de mettre en place les gaines de double flux et on va optimiser vraiment la performance de son logement. Ok. Et donc pour finir, peut-être une dernière question pour toi. Si. Oui. Bouche. Alors, du coup, les questions sont plutôt à poser par le chat. Je ne sais pas qui essaie de prendre la parole. C'est Madame B, Pascal B, maire de Chazet. Oui. Si je peux me permettre, d'abord, je suis obligée de vous quitter, mais simplement vous dire que j'étais très contente de participer à cet échange. Merci pour cette belle présentation. Merci Yannick Laurier et merci Pascal Lebrun. Et surtout, merci Monsieur Salavin de nous avoir permis cette visite virtuelle. C'est vrai qu'en ma qualité de maire de Chazet, j'aurais préféré que ce soit en présentiel. On aurait pu organiser un moment de convivialité après, mais bon, la pandémie oblige, il faut faire simple. Donc voilà, tous mes remerciements. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que le projet de M. Salavin fera d'autres émules et qu'il sera suivi dans d'autres maisons à Chazet et ailleurs. Voilà, merci pour tout. Merci Madame Bay. Donc rendez-vous est donné en 2021. Merci Pascal. Je serai là. Ouais, du coup, pour terminer, Yannick, certaines personnes demandent, après avoir reçu le conseil de l'espace Info-Énergie, vers quel professionnel s'orienter, notamment peut-être pour les rénovations globales. Est-ce que ça, tu peux nous dire ? Alors, vous voyez à l'écran, déjà, ça, c'est un des outils qu'on met à votre disposition, des grilles d'analyse de devis pour tout type de travaux. On vous rappelle les critères de performance et on vous aide à analyser les devis, parce que quand vous recevez vos 3 devis par poste de travaux, il n'y a pas un devis qui est fait de la même façon et c'est difficile de les comparer. Donc, cette grille-là vous permet vraiment de comparer des choses comparables. Et après, on vous invite, nous, à vous orienter plutôt vers un professionnel qui réalise des missions de maîtrise d'œuvre pour vous accompagner sur votre projet de rénovation globale. On peut considérer que la mission de maîtrise d'œuvre est un coût supplémentaire au projet, mais on se rend compte que finalement, quand on est sur un projet de rénovation globale à 30, 40, 50 000 euros, ajouter le coût de cette mission-là va juste vous permettre d'avoir le résultat final escompté. Le maître d'œuvre spécialisé dans la rénovation performante va vous aider à choisir les professionnels, vous aider à analyser les devis, coordonner les professionnels entre eux tout au long du projet, s'assurer que tous les systèmes qui sont mis en place fonctionnent, vous expliquer le fonctionnement des systèmes et vous accompagner aussi sur le montage des dossiers de subvention. Donc, cette mission qu'on pourrait imaginer comme un coût supplémentaire à la rénovation, c'est finalement une mission qu'il faut plutôt imaginer comme un gage de réussite de sa rénovation performante. Et donc, sur le site de l'espace Info-Énergie du Rhône, vous avez une liste des professionnels qui sont référencés et qui sont capables de suivre des projets de rénovation performante sur le département du Rhône. Alors, sans doute qu'on va faire des frustrés parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, vous l'aurez compris, la meilleure solution, c'est de nous contacter a posteriori.
Donc là, cette petite slide, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire, la liste des professionnels Info Énergie du Rhône, comment les trouver, les professionnels notamment spécialisés en maîtrise d'œuvre. Comment nous contacter? Alors, par téléphone au 04 37 48 25 90. N'hésitez pas à nous envoyer plutôt une demande par mail. On a un formulaire de demande avec un certain nombre de critères à remplir où on sait déjà à l'avance où vous vous situez, quel est votre revenu fiscal de référence, combien de personnes sont dans le foyer. Et ça nous aide à vous répondre au mieux, au plus vite et avec les informations les plus détaillées. Donc, prenez contact avec nous par mail, par téléphone. Retrouvez-nous lors des permanences locales, donc, que ce soit sur le comité de communes Beaujolais-Pierre Dorée ou sur les autres territoires du Rhône. Vous avez l'ensemble des permanences qui sont décrites sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Il est difficile aujourd'hui de s'y retrouver seul dans un projet de rénovation. On ne sait pas quel professionnel appeler, on ne sait pas comment s'en sortir sur les aides financières. Vous avez un service public à disposition sur le département du Rhône à travers l'espace Info Énergie. Donc vraiment, sollicitez-nous, on vous accompagne tout au long de votre projet. Voilà, donc ça c'est ce que je signifiais. Donc, on a précisé aussi que malgré les différentes périodes de confinement qu'on vit, on reste disponible. On a tout mis en œuvre pour continuer de vous répondre. On s'est organisé pour pouvoir prendre les appels téléphoniques aussi à distance. Donc, le service continue et vous pouvez même pendant ces périodes-là avoir les renseignements voulus. On organise aussi des rendez-vous en visio. Donc, on s'est adapté à la période et vous ne restez pas coincé sur votre projet. On considère même, nous, il faut bien voir le bon côté des choses, que ces périodes de confinement ont été bénéfiques pour les porteurs de projets parce que ça vous a laissé du temps pour la réflexion. Et en fait, un projet réussi, c'est un projet réfléchi. Donc, avoir du temps pour bien le concevoir et avoir les aides et les informations nécessaires, c'est finalement une bonne chose. Voilà, donc on en a fini pour aujourd'hui. Je remercie donc tous les participants. Florent, est-ce que tu peux nous dire finalement combien nous étions de personnes? On était 37 personnes au maximum. Ok, super. Eh bien, voilà. Mais merci à tout le monde d'avoir participé à cette réunion. Merci, Monsieur Salavin, pour votre disponibilité. Monsieur Lebrun, peut-être je peux vous laisser le mot de la fin. Écoutez, merci en tout cas. Yannick pour toutes les explications. Je remercie aussi M. Salavin qui nous a fait partager sa réalisation, et ses choix, ses enjeux. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. En effet, il y a différents acteurs qui apportent des aides, des conseils avec l'ALT 69. Les comités de communes peuvent être amenés à participer. Bien sûr, l'État au travers du crédit d'impôt et sans oublier les C2E. Mais à partir du moment où vous faites des rénovations, je pense qu'il est important de bien les faire. Vous y mettez beaucoup de vous-même, vous y mettez et vous investissez dans votre bien le plus personnel. Je pense que ça vaut le coup de bien le faire et de consulter Alt 69 qui vous donneront les bons conseils. Merci. N'hésitez pas. Je vous rappelle, comme disait M. Laurier, voilà, au sein de la communauté de communes, il y a les permanences, les marques de chaque mois, le deuxième et le quatrième, en fonction des lieux. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis encore merci à Alt 69. Très bien. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Bon week-end.